profite pour mettre un peu de lumière sur un entrepreneur qui a monté son agence immobilière à Dubaï. Je le connais personnellement. C'est une personne de confiance, il pourra vous accompagner sur l'achat de biens immobiliers à Dubaï. Aïe aïe aïe. En direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec un gars, un sportif. Aïe aïe aïe. C'est comme Contrex. C'est mon partenaire minceur. Et c'est mon gars sûr, Mahamé. Aïe. Je le dis. On est là ou quoi? Tu vas bien? Tranquillement, tranquille. Vas-y, parle, rapproche-toi du micro pour parler. Tac, on est ensemble. Mets-toi à l'aise. T'es chez Didi Cool TV. Vas-y, présente-toi et dis-moi ce que tu fais. Bah écoute, déjà, merci de me recevoir. Tu fais ça dans un beau studio. Bah, moi, c'est Mahamé, j'ai 33 ans. Je suis cofondateur de l'enseignement Coach Fitness. C'est un studio de coaching. Le premier studio de coaching il est basé sur la ville de Ris. Hormis ça, je suis aussi membre actif d'une association, pareil, dans le 91, une association qui dispense des cours de sport. Donc voilà pour faire simple. Pour faire simple. Et c'est quoi ton parcours scolaire? C'est qui est-ce le petit Mahamé? Bah écoute, j'ai le parcours scolaire de plein de personnes. Collège normal, lycée, j'ai fait un BEP comptabilité. Après, j'ai eu un bac, j'ai passé mon BEP, je l'ai eu, j'ai fait un bac vente. Et par la suite, j'ai pris une année sabbatique à la fac. Je crois que j'ai fait les sciences économiques et sociales, SES. C'était vraiment juste pour continuer l'école. Tu sais, après le bac, j'avais pas forcément envie d'arrêter ma scolarité et j'avais pas envie d'aller taffer. Donc, je suis parti à la fac, j'ai ramassé la bourse, comme plein de gens à cette époque-là. À la fin de la première année que j'ai fait à la fac, j'ai été embauché dans une société de livraison. On livrait les courses à domicile. Donc, c'était souvent des litières, des packs d'eau. Et en parallèle, moi, depuis peut-être la fin du BEP et le début du bac, j'ai commencé à aller en salle de sport pour faire de la musculation avec des amis. Donc, quand je me suis retrouvé dans le camion, à un moment, j'ai eu un peu de bon sens, un petit moment de lucidité où je me suis dit, c'est pas exactement la vie que je veux, soulever des litières et des packs d'eau pour aller déposer les courses chez les gens, monter des 6 étages avec les escaliers. Donc, j'ai commencé à réfléchir à un vrai projet professionnel. Et étant donné que je pratiquais déjà depuis plusieurs années régulièrement en salle de sport, je me suis renseigné sur le métier de coach sportif. J'ai vu que le diplôme était à ma portée. Donc, j'ai décidé d'y aller, de m'inscrire. C'est comme ça que j'ai démarré dans le sport. Et toi, t'étais pas un gars du foot au Tchekar? T'étais pas ni du basket? C'était quoi? T'aimais pas le sport? Je sais pas. C'était juste faire gonfler les biceps ou c'est quoi? C'était quoi les bails? Non, tu sais, de base, c'est vrai que je suis pas foot, je suis pas basket. Sport collectif ou les sports qu'on peut pratiquer comme ça en multisport dans les services jeunesse, les MJC, ça n'a jamais été mon kiff, hormis peut-être la table de ping-pong ou le baby-foot. Mais sinon, j'étais pas un grand fervent des sports, on va dire les plus populaires, ouais, les sports collectifs les plus populaires. J'étais pas du tout dedans. Par contre, j'ai toujours, et ça c'est peut-être une chose que j'ai fait naturellement et du coup j'ai fait dans mon coin naturellement et peu de monde ont vu à cette époque-là. Mais en prenant un peu de recul, j'ai toujours un peu pratiqué des sports solitaires. Ouais, c'est comme moi, on va pas se cacher, on vient du même Tchekar. Et le truc, c'est quoi? C'est que ma mère, toi et ton grand frère, Yakubu, à qui on big up, force à toi. Et vous deux, c'était pas dans le truc de foot et tout ça. Et on vous a perdu de vue, vous êtes revenus mastoc. Et comme si vous êtes parti dans la salle du temps, tu sais. Ah, c'est même plus la salle du temps, tu vois, dans Dragon Ball Super. À un moment, Son Goku et Vegeta ils vont sur la planète de Beerus pour s'entraîner avec Beerus et la personne qui est toujours avec lui, Whis. Bah, c'est un peu ça qu'on a fait. Tu sais, quand tu grandis en cité, le problème, c'est que vous êtes un peu replié avec des personnes qui vous ressemblent. Vous réfléchissez de la même façon, vous faites les mêmes choses, vous voyez les mêmes choses. Donc à un moment, c'est plus enrichissant au bout d'un certain temps. Donc je pense qu'il y a un peu de ça inconsciemment, on a besoin de voir autre chose. En tout cas, je parle à titre personnel, en ce qui me concerne moi. Besoin de voir autre chose, c'est un peu inconscient, c'est pas quelque chose de réfléchi.
Et l'envie aussi comme on dit, de quitter sa situation, tu vois, d'améliorer la situation de vie, En passer un gros, cran dans le rang social. Et pour ça, tu as besoin aussi d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. c'est pas le quartier qui te quitte. C'est toi qui quittes le quartier. Ouais, clairement, clairement. Bah, tu sais, aujourd'hui, on est trentenaire. On, on- on dégage la culture urbaine, tu vois. Je suis je suis papa de deux enfants que j'embrasse. Mais regarde, j'ai mon sweat à capuche, j'ai ma paire de Nike. On est comme on disait souvent à l'époque où j'étais plus jeune, entre la France et les États-Unis, il y a 10 ans de retard. Bah là, on est dans ces 10 ans de retard qu'on avait à l'époque dans les films américains. On voyait des darons qui arrivent avec les capuches, avec les trucs, un style assez. Je dirais plutôt, tu peux quitter le quartier, mais lui, il ne te quitte pas. Non, il te quitte pas. Il te quitte pas. C'est pas réellement quitter le quartier. Regarde, aujourd'hui, je pense que je suis peut-être même plus à risque que toi. Ah, ça, c'est sûr. J'habite à Ris et je travaille à Ris. Là, ça faisait peut-être 2 mois, j'avais pas pris le périphérique. Je peux faire 2, 3 semaines sans sortir de Ris-Orangis. Même Grigny, même Évry. Aïe, aïe, oui. J'ai pas quitté le quartier. C'est juste que, au bout d'un certain âge, c'est complètement logique et cohérent de ne plus fréquenter les mêmes endroits qu'on a fréquentés adolescents. Et surtout, on aspire à autre chose. Comme je t'ai dit, j'ai 2 enfants, j'ai des responsabilités. Et j'ai toujours ce truc-là dans un coin de ma tête où je me dis, je veux améliorer ma situation. Chaque matin, j'essaie de me lever en me disant, il faut que j'accomplisse quelque chose qui m'aide à avancer pour le lendemain. Et c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas lâché depuis plusieurs années et ça me permet d'avancer. Dieu merci, c'est grâce à Dieu déjà la première chose. Et après, on met en œuvre, puisque ce qui doit nous revenir de droit nous revient de droit, tu vois. D'accord. Et tu vois, ton parcours dans le sport, je sais que tu as commencé avec l'association Risk Fitness. Mmh. Tu entraîné les jeunes et les moins jeunes Ouais, avec, surtout les moins jeunes. avec Polo, avec qui on big up aussi, lui aussi. Exactement, Polo, j'étais avec lui il y a quelques jours. un vrai coach sportif, lui aussi, dans l'âme. C'est... Lui, ici, lui aussi, il peut être resté keblo sur la barre pendant 3 heures, il va rester keblo sur la barre. Je trouve que c'est quelqu'un, si je dois faire une parenthèse sur lui, c'est quelqu'un que je trouve très altruiste dans sa démarche d'encadrement. C'est-à-dire que quand il encadre une personne, il a cette capacité-là à pouvoir se mettre à sa place facilement. Il a, on dit capital sympathique pour quelqu'un de sympa, gentil, agréable. Bah lui, il a un capital empathique. C'est-à-dire que quand une personne fait l'exercice, il continue à l'encourager, la pousse à aller jusqu'au bout de son exercice, mais tu sens que dans son discours, il trouve les mots pour faire comprendre à la personne que, ok, c'est elle qui le fait, mais lui aussi, il sait par quoi elle passe, parce que lui-même, il s'entraîne, c'est un pratiquant. Je trouve que dans sa méthode d'encadrement, avoir de l'empathie, en tout cas, moi, dans la pédagogie, dans ma la vision que je vois à l'encadrement d'une séance de sport, si on n'a pas d'empathie pour la personne qu'on encadre, ça va être dur de la faire progresser, d'adapter, d'adapter en fait la séance. Donc Polo, je trouve qu'il part avec un capital empathique dans son encadrement qui est énorme et c'est un point positif pour lui. Donc je lui souhaite, là, il arrive en fin de formation, je suis son tuteur de stage. Lui aussi, il fait une formation? Ça fait plusieurs mois, là, il est rentré en septembre. Ah, mais je pense que lui, moitié. il va réussir. Lui, c'est... Ouais, Inch'Allah, lui, il est fait pour ça, je pense. On s'accroche. Après, tu vois, le diplôme de coach, moi, comme j'aime le dire, je pense que tu vas y venir, mais juste une petite parenthèse. Il ne se résume pas qu'à tenir un chrono et compter les répétitions. C'est vraiment... Je trouve que si on veut se démarquer, parce qu'il y a de plus en plus de coachs, qu'on veut se démarquer, qu'on veut bien faire son travail et qu'on est juste passionné en fait par ce qu'on fait, ça va bien plus loin que compter les répétitions et tenir un chrono. Ceux qui sont dans les métiers de la forme, ils savent de quoi je parle. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous, on a des cours de physiologie, donc tous les mécanismes chimiques du corps humain. Ensuite, on a des cours d'anatomie, donc clairement de quoi le corps est composé, les muscles, où est-ce qu'ils s'attachent, les pièces osseuses, etc. Et après, on a des cours de biomécanique, c'est-à-dire le mécanisme de la vie, mais ça va un peu plus loin. Réellement, la biomécanique, si je dois résumer la biomécanique en une phrase, ça serait plus l'étude du mouvement. Donc, je trouve que on a quand même, c'est une formation qui est un cursus de formation qui est très enrichissant.
Et moi, je me bats tous les jours pour montrer que oui, on a des compétences sportives, on a des capacités sportives parce qu'on pratique tous. Enfin, la majorité des coachs pratiquent, j'espère. Mais de l'autre côté, c'est pas que de la force brute, il y a aussi beaucoup d'intellect et beaucoup de connaissances à avoir et qu'il faut être aussi en capacité. Le troisième point, ça serait peut-être être capable de mettre en pratique ces connaissances-là sur le terrain. Donc, c'est beaucoup plus complexe que compter des reps. C'est vrai, mais en plus, vous avez les coachs sportifs ou les professeurs de PS, ils ont quand même une image du gros teubé balèze et qui compte les reps et tout ça. Si, ouais. Quand on regarde les mangas, c'est ça. Pendant des années, c'était ça. Pendant des années, c'était ça. Tu sais, moi, j'ai commencé à passer mes premières formations en 2011. Donc, il y a à peu près une douzaine d'années maintenant. Le mood dans lequel on était en France en 2011 et le mood dans lequel on est aujourd'hui en 2023, d'un point de vue sportif, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En termes de pratique, en termes d'infrastructure sportive, en termes d'encadrement, il y a plus de coachs aujourd'hui en 2023 que quand moi j'ai commencé en 2011. Donc quand même, la bonne parole et les bons conseils, ils commencent à passer et les gens se rendent compte, ah bah au final, c'est pas juste des gros teubés qui soulèvent lourd et qui sont là pour nous crier dessus et nous obliger à faire le truc. Après voilà, sans cracher sur ce style-là d'encadrement, la force, ouais, il y en a qui ont besoin de ça. Moi aujourd'hui, j'ai mon studio de coaching. Donc je pense voilà, que j'attire... on allait venir à ça. Là, tu vas trop vite. Là, tu... Mais pour revenir à ça, tu sais, il en faut aussi des comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu leur expliques le théorème de Thalès pendant leur séance. Ils ont juste besoin d'un gros coup de pied au cul. Donc pour ces gens-là, il faut aussi, voilà. Je te donne un exemple qui n'a rien à voir. Peut-être que ça va te parler. Je pense même que ça va te parler. C'est pas parce que tu n'aimes pas une pâtisserie que le pâtissier n'est pas bon pâtissier. C'est juste qu'il y en a un autre qui correspond plus à tes goûts, tu vois. Ouais. Donc, dans la pédagogie, t'en as qui vont avoir besoin juste de la motivation. Ils s'en foutent que tu lui expliques le cycle de Krebs ou les filières énergétiques. Ils s'en foutent de tout ça. Il veut juste que tu sois là et que tu lui cries dessus, que tu ailles en bas de chez lui, que tu lui dises que tu as une séance demain. Moi, c'est pas mon style. Après, voilà, je crache pas sur les coachs parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Et tu as parlé de salle de sport. Toi, en tant que coach sportif, tu as réussi à ouvrir ta structure. Tu as ouvert ta structure. Et par exemple, là, si jamais moi, j'ai envie de refaire une mise en forme et tout ça, faire du sport et tout, et que je viens chez toi, comment tu vas m'accueillir? Qu'est-ce que tu vas me conseiller? Comment tu vas me conseiller en fait? C'est comment? J'ai la version courte, j'ai la version longue. Tu préfères laquelle? On va faire la version courte parce qu'il y a plein de questions qui vont suivre encore. Pour faire court, moi j'ai une prise en charge assez spécifique. Du moins, j'ai eu la chance d'intervenir dans plusieurs milieux différents. Ça va paraître bizarre, mais j'ai jamais travaillé en salle et fait du plateau. J'ai jamais travaillé dans un fitness équel, que ce soit Fitness Park, Basic Fit ou même d'autres enseignes. Pourquoi? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, on a beaucoup de connaissances et pendant ma période de formation, j'ai eu l'occasion de voir ce qu'on nous demandait, ce qu'ils attendaient de nous dans les fitness et quelques. Et une grande partie de des fonctions des coachs qui se retrouvent à travailler pour Fitness Park ou d'autres enseignes, c'est de vendre des contrats, des abonnements. C'est pas forcément conseillé sur le plateau. Toi, tu es plus sur l'humain, en fait. Ouais, exactement. En fait, moi, je me dis... Je veux pas juste avoir le diplôme et trouver un boulot. Je suis passionné par ce que je fais, donc j'ai envie de mettre en pratique toutes les connaissances que j'ai acquises. Donc avoir des cas complexes ou passer une journée à conseiller sur le plateau, même si c'est très redondant parce que tu répètes quand même plusieurs fois dans la journée les mêmes choses. Moi, c'est ce qui me passionne, prendre une personne d'un point A et l'accompagner jusqu'au point Z, c'est ça qui m'intéresse. Maintenant, en salle, c'est pas ce que tu retrouves parce que tu as 2000 adhérents, que vous êtes 4 coachs et qu'on te dit va pas trop sur le plateau. En gros, c'est l'élevage de 1000 bêtes. Ouais, exactement. C'est pour comparer, tu sais, la ferme des... les fermiers, tu as ceux qui sont élevés Voilà, c'est la même chose. C'est pas... En batterie. Chacun... Moi, j'ai pas les mêmes tarifs, par exemple, que Fitness Park. Donc, chacun trouve midi à sa porte. Mais pour en revenir à ta première question, si je devrais te prendre en charge, ma prise en charge, j'ai eu la chance de travailler dans une clinique où on s'occupait des personnes qui ont des addictions,
qui ont fait des tentatives de suicide ou qui ont des troubles du comportement alimentaire. C'était quelque chose de très complexe et on était vraiment dans le domaine médical. Il y avait un staff avec un kiné, une luminothérapeute, avec les psys, avec les médecins. Et c'était très enrichissant. J'ai dû faire 3 ou 4 ans avec eux. Et je trouvais que la prise en charge était très intéressante parce qu'ils avaient plein d'outils pour mesurer au point de départ, au début de l'accompagnement et de la prise en charge de la personne. Et on avait les mêmes tests à refaire arrivant en fin de suivi. Donc la prise en charge en clinique, elle consistait à faire une batterie de tests qu'on n'a pas l'occasion de faire quand on travaille dans un fitness et quelques. Ils investissaient dans des outils de mesure. Et des outils, par exemple, une balance que moi, j'ai pris pour mon centre. C'est une balance qui nous donne la composition corporelle. Comme aujourd'hui, vous pouvez trouver les balances à impédance maîtrise sur Amazon, à la différence que cette balance-là, elle a une fiabilité de 99,9%. Si c'est utilisé dans le domaine hospitalier, tu te doutes bien que c'est quelque chose d'assez fiable. Et on a plein de données qui nous permettent de suivre tant sur le point de vue composition corporelle, donc savoir la quantité de masse musculaire, d'eau ou de masse grasse, mais on a aussi la possibilité de vérifier des paramètres santé comme la quantité de minéraux que ton corps contient, ce qui peut induire un risque élevé ou pas de calculs rénaux ou autre. Mais maintenant, comment ça s'appelle, les fitness parks et tout ça, ils commencent à s'équiper de ce genre de balance. Ouais. Je sais pas si c'est... c'est très bien, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Si c'est aussi précis que la tienne. Je vais te dire, près de chez nous, je vais taire la ville, mais près de chez nous, il y a un fitness park qui s'est équipé de la même balance que moi. J'ai une de mes élèves qui est venue me voir il y a quelques jours, il y a peut-être une semaine, qui est venue me voir et qui m'a dit « Ah, bah, tiens, la salle là-bas, ils ont eu le même appareil que toi, mais c'est bizarre, ils proposent de faire le bilan et l'analyse corporelle en 15 minutes. » Et là, on se met à rire tous les deux, parce que moi, quand je fais une analyse corporelle, on en a pour 1 heure, 1 heure et demie. Il y a tellement de données sur la feuille que te sort l'imprimante que 15 minutes, c'est pas possible. À titre informatif, j'ai travaillé dans une salle il y a plusieurs années pour faire leur bilan, uniquement la pesée de leurs clients sur cette machine-là. Et pareil, on n'avait que 15 minutes. En 15 minutes, pour avoir essayé de le faire, en 15 minutes, tu n'as pas le temps de donner le détail. À part dire il y a trop de gras, il n'y a pas assez de muscles, t'expliques rien. La prise en charge chez moi, elle se passe d'une manière assez simple. On fait un bilan de départ. Dans le bilan de départ, il y a les objectifs personnels de l'individu, mais il y a aussi les objectifs d'un point de vue santé. Donc la balance nous dit ce qui est en excédent ou ce qui nous manque dans le corps. Et nous, on essaye d'avoir une fois que le diagnostic il est posé, grâce à mes connaissances, on essaye de solutionner les problématiques. Donc il y a la pesée, un questionnaire sur l'hygiène de vie, on pose un diagnostic, on soulève les problématiques, on les solutionne et on a notre trame on a la marche à suivre. Et après, tu as juste à dérouler, à suivre ce que je te dis pour que tu atteignes tes objectifs. Et des cas complexes, tu en as déjà eu des cas vraiment complexes? J'en ai. Mais est-ce que ta feuille de route, après la pesée et compagnie, est-ce que des fois il y a déjà eu des failles, on dirait que non, bah finalement là j'arrive pas à tirer. Pourtant la personne fait ce que tu lui as dit de faire, mais vous n'arrivez pas au résultat escompté. Alors ça c'est typiquement, c'est clairement le travail du coach. En gros, le coach, c'est pas aux élèves de s'adapter au coach, c'est au coach de s'adapter à l'élève. En soi, moi, il n'y a pas de souci. Je te donne un exemple concret. J'ai 2 individus qui consomment régulièrement des boissons sucrées, que ce soit du coca, Oasis. J'ai cru que tu allais me dire de la weed. Non. Et t'en as un qui consomme occasionnellement, l'autre aussi d'ailleurs. Mais psychologiquement, t'en as qui sont plus attachés à ce genre de routine-là, parce qu'il a l'habitude de prendre son verre de coca le soir devant le journal ou devant son feuilleton, il aura plus de mal à arrêter. C'est à moi de m'adapter à lui. C'est trop facile de dire à la personne « arrête la boisson, c'est pas bon pour ta perte de poids ». Ça, il le sait. Lui, ce qu'il attend, c'est que tu lui proposes un itinéraire qui lui convient. C'est ça le truc. C'est que si j'en ai un qui est prêt à arrêter tout de suite et qu'il n'a aucune attache vis-à-vis de ça, il va être capable de fermer le robinet, il arrête, aucune frustration, les semaines elles passent, il n'a pas de frustration, c'est qu'il n'était vraiment pas attaché, il n'y a pas d'addiction si tu veux. Mais tu as l'autre
qui non seulement tu as l'addiction physiologique au sucre que tu retrouves dans la boisson, donc déjà c'est dur de se détacher de ça. Et deuxièmement, tu as aussi la routine un peu psychologique, l'addiction psychologique du moment, parce que c'est le moment où il regarde le 20h, il sort du taf, il a pris sa douche, c'est bientôt l'heure de manger, il a l'habitude de boire son verre de coca à ce moment-là, il aura plus de mal à se détacher, mais ok, il y en a un qui est capable d'arrêter, l'autre il est dans une situation un peu plus complexe. C'est à moi de m'adapter. Et peut-être lui proposer un demi-verre au lieu d'un verre entier, mais ça tient à rien, c'est des petites astuces. Je vais te poser une question par rapport à ça. Tu vois, tu parles de verre de coca, de soda et tout ça. Est-ce que tu vois une différence entre le soda zéro ou le soda jet ou le soda qui est un truc qui est non, c'est des faux amis. C'est des faux amis. Pour faire simple, sans entrer dans la théorie et faire compliqué, tu vas trouver des édulcorants dans le coca zéro, par exemple. Les édulcorants, c'est des molécules qui remplacent un peu, qui ont le goût sucré, mais qui n'ont pas la même composition moléculaire, si tu veux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ne te mettent pas de sucre pour fabriquer le coca zéro, mais quand ça rentre dans ton corps, il le considère comme du sucre. Et pour un diabétique, c'est-à-dire que ça va le faire monter son... Il y a des chances, ouais. Mais en fait, regarde, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas consommer ton coca zéro. Tu as des récepteurs qui sont sensibles au sucre et au glucides, si tu veux, au sucre. Ouais. Ces récepteurs-là, ils vont être excités par l'arrivée de sucre, sauf qu'ils voient qu'il n'y a pas de sucre qui arrive. Mmh. Sauf que le corps, une fois que tu as déclenché ces récepteurs-là, tu as plus de chances de stocker et tu auras envie de manger plus sucré. D'accord. Donc, si c'est pas du sucre, c'est une chose, mais si c'est traité comme du sucre, est-ce que ça l'est? C'est pas mal Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mal le raisonnement. C'est pas du sucre. Ils ont raison, ils te mettent zéro sucre. Mais si je te mets quelque chose que ton corps il traite comme du sucre, je t'ai pas mis de sucre, mais au final, la finalité est la même. Donc non, pour moi, c'est des faux amis. Maintenant, ça dépend d'où tu viens. Si tu me dis que tu as l'habitude de boire une bouteille de coca par jour et qu'on a essayé de diminuer en passant d'une bouteille à 2 verres et que tu as du mal, peut-être qu'il va falloir passer par le coca un peu moins sucré. Tu vois, en fait, il n'y a rien qui est fermé. Moi, je te donnerai que des réponses normandes. Je ne te dirai jamais tout noir ou tout blanc, c'est un camailleux de gris. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend d'où la personne vient, d'où elle en est. Toi, tu penses qu'un bon coach sportif, c'est un bon diététicien? Il faut qu'il ait des bases en nutrition. Il faut qu'il ait des connaissances en nutrition. Après, moi, j'ai tendance à dire que la théorie, c'est une chose, mais après, il y a le terrain, il y a l'expérience. Il y a des choses que moi, je n'ai pas appris ou que je n'ai pas compris de la même façon quand j'étais en formation. J'ai une formation de nutrition sportive. J'ai un diplôme de nutrition sportive. Mais clairement, ce que j'ai appris, c'est une formation que j'ai passée il y a 3 ans maintenant. Mais ce que j'ai appris réellement, en fait, on a mis des termes et on a mis des noms sur les méthodes pour amener une personne à bien manger. Mais c'était des choses que je faisais déjà sans le savoir sur le terrain. Alors, ils ont validé mes acquis, ça c'est une chose, mais la base, tu l'as en pratiquant aussi. Donc pour moi, la nutrition, c'est indispensable. C'est indispensable. Ils aiment bien donner des pourcentages, dire c'est 70% de nutrition. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Mais la nutrition, c'est le réel problème. Et je voudrais savoir par rapport à la nutrition et tout ça, est-ce que toi, tu continues, tu sais, parce qu'il y a plusieurs méthodes en fait. Plusieurs méthodes. Est-ce que toi, tu as une méthode particulière où tu suis un courant où tu prends de tout, en fait? Regarde, je vais te dire, je suis vraiment déconnecté des nouvelles méthodes. Je suis pas quelqu'un de... Je me renseigne, je vois à peu près ce qui se fait. Mais de là, il n'y a pas de méthode miracle, en fait. J'en ai conscience depuis X temps. Il n'y a rien de miracle. Il n'y a pas de méthode, que ce soit le jeûne intermittent, que ce soit tel régime. Tout ça, c'est des choses, c'est du cas par cas. Ça dépend d'où en est la personne. Ça dépend où est la personne quand tu la prends en charge. Pour moi, si je devrais te comparer, le sport et l'alimentation, tu vas avoir un truc. Le sport, c'est un peu un Doliprane.
ça règle les symptômes, mais ça règle pas le mal. Si par exemple, tu as mal à la tête parce que tes lunettes, elles sont plus adaptées à ta vue, tu as une migraine ophtalmique. Tu vas prendre un Doliprane, ça va calmer ton mal de tête, mais ça va pas changer les verres de tes lunettes. Il faut que tu ailles chez l'ophtalmo. Donc la nutrition, c'est un peu comme l'ophtalmo, et le sport, c'est un peu comme le Doliprane. C'est-à-dire que ça peut limiter ta prise de gras, ça peut faire descendre ta graisse corporelle, mais ça règle pas la malbouffe. D'accord. Et qu'est-ce que tu penses, toi, de la hijama par rapport à bah, vu que tu entraînes les gens et tout ça, est-ce que tu penses vraiment que tu récupères mieux avec la hijama? Alors moi, de l'expérience que j'en ai, j'ai eu l'impression que ça a amélioré un peu ma récupération. J'ai eu l'impression que c'est dur à expliquer parce que c'est un ressenti. Quand je l'ai fait, j'ai eu l'impression d'avoir des mouvements plus fluides, moins bloqués. Maintenant, ça c'est ce que moi j'en pense. Ce que la majorité des études démontrent, c'est que en termes de relâchement musculaire, en termes de souplesse musculaire, pour la prévention des blessures, pour la prévention de certaines pathologies comme les tendinites, tout le monde est touché par les tendinites, à titre préventif, je trouve ça super intéressant. Maintenant, sans rentrer dans le mécanisme de ce qui se passe au moment où on fait les ventouses, je trouve ça assez intéressant d'après ce que les études démontrent. Maintenant, moi, j'ai pas de pathologie, donc quand je l'ai fait, mon expérience, c'est que j'avais l'impression d'être un peu plus fluide dans mes mouvements. Aïe, aïe, aïe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, là, quand je vais chez Mahamé m'entraîner, quand j'ai fini l'entraînement, il faut que j'aille chez Zobir faire hijama Warriors. Ah, il est là. À moins qu'il y ait une contre-indication entre le délai où tu fais ta séance et le truc. Mais ouais, voilà. Bah, toi, tu entraînes les gens, tu es coach sportif. Moi, j'ai une question par rapport à ça, c'est est-ce que la musculation, c'est un sport en lui-même? Parce que moi, j'ai une vision de la musculation, c'est comme un booster. Toi, tu fais du foot ou tu fais, par exemple, tu fais de la boxe, tu veux être plus rapide, plus truc. Et pour moi, faut passer par la muscu. Est-ce que c'est un sport en soi, la musculation? Alors, déjà, la musculation, moi, je suis coach. Ça veut dire que j'encadre des gens qui font du tennis, des gens qui font du foot, des gens qui font des sports de combat, d'opposition. La musculation, au même titre que les autres disciplines sportives, c'est une discipline parmi tant d'autres. Maintenant, est-ce que la musculation, c'est un sport? Oui, c'est une discipline sportive, mais faut le voir comme un... C'est comme si c'était l'antichambre, si tu veux, des autres sports. Parce que moi, j'ai le BPGEPS, donc j'ai un brevet professionnel. J'ai aussi un diplôme d'État pour la préparation physique. Et clairement, sans notion de musculation, la préparation physique, tu es complètement perdu. Donc pour moi, la musculation, c'est un outil qui permet aussi de t'améliorer dans les autres sports. Mais ça n'empêche que ça reste quand même un sport en soi. Après une séance de muscu, tu as des courbatures. C'est quoi un sport? C'est quelque chose qui va, sur le moyen terme et sur le long terme, améliorer ta condition physique. La muscu, ça en fait partie. Voilà. Tu vois, pour moi, ça reste un sport. Et tu as déjà encadré, bah, comme tu m'as dit, tu encadres des sportifs et tout ça. Est-ce que tu as déjà accompagné des sportifs professionnels? Non, alors j'ai eu l'occasion, au tout début de mes formations, d'encadrer quelqu'un dans l'athlétisme. Malheureusement, il a eu un parcours de vie qui a fait qu'il n'a pas pu aller au bout. Et depuis ça, je me suis concentré sur mes projets pro à titre personnel parce que la préparation physique, ça demande énormément de temps. Il faut se consacrer complètement à l'athlète qu'on encadre. Et ce n'était pas ma vision, en tout cas pas pour le début. Je ne voulais pas directement m'enfermer dans un truc où je vais être bloqué avec une personne pendant 2, 3 ou 4 ans. Ça m'a permis d'étoffer un peu mes connaissances sur le terrain. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que s'enrichir intellectuellement. Après, aller faire du cas par cas, parce que ce que les athlètes attendent de toi, c'est quand même le haut du panier. Donc sans expérience, c'est un peu dur. C'est un mal pour un bien que je n'ai pas pu le faire au début, mais c'est quand même dans mes projets. C'est quand même dans mes projets d'un jour, dès que j'ai l'occasion, en fait. Dès que j'ai l'occasion. Tu peux aller postuler au Paris Saint-Germain pour aller entraîner les joueurs, c'est ça? Alors, tu vois, bizarrement, je vais te dire un truc, j'ai postulé qu'une fois de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai postulé qu'une fois et c'était quand j'étais chercher une alternance, une structure qui m'accueille en alternance.
Non, non, je postule pas. Souvent, je suis recommandé ou on me recommande des endroits en me disant que toi, tu vas kiffer là-bas, c'est intéressant. Donc, je pense que ça se fera comme ça s'est fait comme ça ces 12 dernières années. Je pense que la prépa physique aussi, ça se passera comme ça, tu sais, naturellement. Tu sais, quand tu es passionné par ce que tu fais, je pense que les gens, ils le ressentent. Et quoi de mieux qu'une personne passionnée pour nous accompagner d'un point A à un point B. Tu sais que le mec, il est sans faille. Que du jour au lendemain, il va pas te dire ouais, aujourd'hui je suis coach et demain ouais, je vais vendre des voitures, je vais louer des voitures. Moi, tu prends ces 12 dernières années. Claudie, tu m'as vu, j'étais en formation. Après, je t'ai dit j'ai le diplôme. Après, tu as vu l'association. Après, j'ai fait mes programmes en ligne. Tu en as même fait. Et après, j'ai ouvert mon centre. Ça fait 12 ans que j'ai mon plan et que je le déroule, Dieu merci, j'arrive à aller au bout. Mais ça se fera naturellement, je pense. La passion fait qu'au bout d'un moment, quand les gens ont besoin de toi et que tu corresponds bien à un truc bien précis, parce que moi, j'aspire, tu vois, à me spécialiser un peu dans le sport santé, dans tout ce qui touche à la santé un peu, tu vois. Les gens qui veulent perdre du poids, c'est la santé. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils ont de l'hypertension, du diabète. Et ça reste pas que de la musculation et que des objectifs structuraux, si tu veux. D'accord. J'ai vu aussi que tu coachais aussi certains rappeurs. Il y avait Yaro, Capoin, même le directeur général de Bouscapé, Ah oui, tout ça. on oublie qu'il est directeur général. Ah bah oui, mais ouais. Et comment ça, c'est que des recommandations? Est-ce que les rappeurs ont dit ah le Bougla là, lui il est bon. Si on veut faire des showcases et tout ça, on va être épuisé. C'est lui qui doit nous. Il y a plein de trucs. Tu vois, par exemple, ils ont tous un peu des cas différents, mais il y a une personne qui relie un peu ces gens-là, qui est dans le domaine de la musique. C'est sûrement quelqu'un que tu connais. Je crois que tu l'as. Peut-être que son émission elle va passer avant la mienne, je pense. C'est Bouk Sidi quoi. Ouais, c'est Sidi. Sidi, c'est mon ami d'enfance. C'est mon ami d'enfance. Au-delà du sport, hein, ça n'a rien à voir avec le sport, mais quand j'ai commencé à passer tous mes diplômes, c'est quelqu'un que j'ai encadré dans les 10 premières personnes, je pense. Et bah, depuis, il arrête, il reprend. Et je pense que quand il reprend, il a du résultat. Les gens autour de lui, ils le voient, vu qu'il est dans le domaine de la musique. Il produit Yaro, ou il produisait Yaro. Je ne sais pas s'il le produit toujours. Yaro avait besoin d'un coach. Ils sont venus à la maison, on a discuté des objectifs, de la mise en place. À l'époque, je n'avais pas encore le studio de coaching. Et après, il y a Ahmad. Pareil, c'est Sidi. Mais Ahmad, on avait déjà plus ou moins un contact visuel, l'un sur l'autre. Donc j'ai ouvert le centre. Je crois que c'est Sidi qui lui en a parlé, ou lui qui a parlé à Sidi qui cherchait un coach. Après, il y a des producteurs, d'autres artistes. Je crois qu'il y a Madran qui est passé. Le producteur Madran est venu. On a aussi le producteur d'Alrima et Leila D. BR qui vient. Il vient encore. Tu sais, tout ça, ils viennent, à mis à part Sidi, d'autres points. Mais réellement, c'est parce que c'est des gens du secteur. Ils viennent pourquoi pour devenir costaud, balèze ou parce qu'ils ont... Après, je te demande pas de donner leur dossier secret, mais je te dis simplement, ils savent, ils ont confiance en moi. Ils sont là pour venir costaud, ça, c'est pour devenir balèze. Non, tu sais, à partir d'un certain âge, je pense qu'arrivé à 25-30 ans, on est tous un peu soucieux de notre santé et de notre forme. Donc la plupart viennent en se disant, écoute, je me sens un peu plus faible que dans le temps, il y a des choses que j'arrive moins bien à faire, ou je me rends compte que je suis essoufflé sur telle ou telle chose, alors qu'avant, non. Et je pense qu'il y a une prise de conscience, plus sur la santé, sur la forme physique, avant d'être sur la silhouette. Parce que le discours que moi j'ai le plus souvent, c'est « Ok, je veux améliorer ma forme, si je prends un peu de muscle et je perds du gras, un peu de gras, je serais content, mais je veux juste me sentir plus à l'aise dans ma journée. » La majorité, passé 25 ans, c'est le discours qu'on tient. Ouais. Et souvent, il y a aussi plein de madames qui viennent, que ce soit des jeunes ou des anciennes et tout ça. Est-ce que quand tu les encadres d'une personne qui est assez vieille et tout ça, assez vieille, bon, on se comprend. D'un certain âge. Voilà. Comment t'entreprends ton entraînement avec ces personnes-là? Parce que si tu vas trop vite, trop dur, tu risques de les casser. Et comment tu vois... Est-ce que toi, tu as déjà vu des anciens qui sont beaucoup plus vifs que des jeunes? Ouais, ça t'envoie... Tu vois toutes les formes. Franchement, il n'y a pas une semaine où je suis pas
il n'y a pas une semaine où je ne suis pas étonné, surpris des performances de personnes que j'encadre. Tu sais, j'ai même encore eu le cas, c'était en fin de semaine dernière, vendredi. Je discutais, j'ai encadré un couple, donc un homme et sa femme. Et l'homme, il s'imaginait pas des performances de sa femme, mais sur la majorité des exercices, en tout cas cardio. Elle fouettait son mari. Ouais, non, c'est pas le fouetter, c'est que, voilà, elle se surpassait, tu vois. Donc, Plus que son mari, quoi. Ouais, je pense que eux ils se connaissent comme comme un couple, quoi. Et que le fait que le mari soit étonné, ça en dit long, tu vois. Moi, c'est anecdotique, mais des cas comme ça, j'en ai plein. Des trucs, personnes avec un certain âge, tu te dis, ah ouais, quand même, le cours d'avant, c'était une personne un peu plus jeune et je lui ai donné tel exercice, elle n'a pas réussi, et toi, tu y arrives. Non, non, ça, comme ils disent, l'âge, c'est qu'un chiffre. Pour la majorité, l'âge, c'est pas qu'un chiffre, mais pour une partie des gens, ça, c'est quand même qu'un chiffre. J'ai vu des perfs faites par des personnes âgées et c'était surprenant. Et dans le long terme, est-ce que tu te vois ouvrir une salle de sport, mais collectif, quoi, comme un fitness? Je sais pas, c'est deux trucs différents. Le problème, c'est l'accompagnement. C'est pas juste l'installation en soi, le matériel, les murs, c'est pas grand-chose. C'est l'accompagnement. C'est ça la plus-value du centre. Le problème, c'est que dans un espace où tu accueilles plusieurs personnes en même temps, j'ai plus cet état d'esprit-là, à moins de mettre un coach derrière chaque personne qui fréquente la salle. Ça, d'un point de vue technique, c'est difficilement faisable, difficilement viable comme projet. Ça m'intéresse pas. Franchement, à la limite, je dirais faire un copier-coller de l'espace de coaching que j'ai là, parce qu'il y a trop de demandes, et ouvrir un autre studio de coaching. Ouais, mais pour l'instant, ouvrir une plus grande salle, par faire de l'argent, je vais pas pouvoir m'épanouir professionnellement. Quand même, mon premier truc, c'est mon épanouissement personnel. On passe quand même au moins 8 heures par jour à travailler. Si tu passes 8 heures à travailler sans prendre de plaisir, je pense que sur le long terme, d'un point de vue santé, ça doit jouer quand même un peu. Et toi, depuis que tu ouvres la salle, est-ce que comment dire, ça t'oblige à garder une forme physique, à toi-même t'entraîner, même si après, je sais pas comment c'est quoi ta mentale, si toi, tu es toujours dans le même mood, ouais, je m'entraîne, ou là, l'entraînement, c'est vraiment une publicité aussi, un panneau publicitaire pour tes primo Ouais. arrivants. Ouais. Après, regarde, moi, j'ai eu ma période, je pense que ça va te parler. J'ai eu ma période où tu te saignes à la muscu en te disant que la muscu, c'est le sport santé par excellence. Donc, il y a ma période où j'ai pris de façon démesurée. Mais c'est pas la musculation, c'est tourner sur tous les paramètres de ta condition physique. Je vais travailler par période sur ma souplesse, je vais travailler par période sur ma coordination, sur mon équilibre, et je vais travailler par période sur mes muscles. C'est-à-dire là, c'est de la musculation pure. Je vais travailler le cardio. Aujourd'hui, je ne m'entraîne pas comme quand j'ai commencé, quand j'avais 16-17 ans. On va dire que j'y vais plus lentement, mais au moins je sais exactement où je veux aller. J'ai un seul objectif. Si Dieu le veut, moi, je veux pouvoir vieillir en me disant si je dois courir après un bus, je peux le faire. Si je dois sauter au-dessus d'un grillage, je peux le faire. Si je dois courir après un ballon, je peux le faire. Donc c'est mon seul objectif. Et pour ça, il faut ménager sa monture. Comme on dit, si tu veux aller loin, ménage ta monture. Tu m'as dit un petit truc et ça m'a fait penser à ton père, rahmallah. Avec le vélo. Ah, il courait toujours. Je l'ai vu courir après un bus. Voilà, d'un arrêt à un autre. Ouais, Ça m'étonne pas. Il avait une condition physique. Ça m'étonne pas. Allah m'a Ça m'étonne pas. Moi, mon père, pour tous ceux qui l'ont connu à Rahmou, il faisait du vélo, énormément de vélo. Il allait au travail à Saint-Michel-sur-Orge. À l'époque, c'était un rallye. Maintenant, c'est un géant. Il allait là-bas en vélo. Donc, Saint-Michel, pour ceux qui connaissent, c'est quand même une trotte. Mais non, ouais, c'est... C'est de lui que tu tiens tout ça, Franchement, non, je veux pas te dire, je vais pas faire le mytho à dire, ah ouais, mon père, j'ai toujours vu. Non, franchement, c'est venu tout seul. Tu sais, j'ai le souvenir le plus lointain que j'ai de moi en train de faire du sport muscu un peu. J'ai le souvenir de caler mes pieds sous le canapé du salon et de faire les abdos.
Tu Aïe, vois. aïe, oui. Mais ça, je devais avoir moins de 10 ans. Ça, Tu c'était vois. le Young Mamé, ça. Tu vois, donc, je pense qu'inconsciemment, j'ai toujours été intéressé par ça. J'ai même le souvenir qu'en SVT, quand j'étais en troisième, l'SVT, c'était une matière qui était difficile parce qu'on avait un prof qui était difficile, était dur comme ça avec tout le collège. Tous ceux qui l'avaient, ils trouvaient archi dur. Mais c'était la seule matière où je me tirais avec au-dessus de 15 de moyenne sur les 3 trimestres. Tu Ah vois, les ouais. sciences vie de la nature, ce qu'on fait en troisième, c'est la fameuse année où tu dissèques les grenouilles, où on t'explique le corps, l'être vivant, comment il fonctionne, l'oxygène, le dioxyde de carbone, le chemin, etc., de la digestion quand ça rentre dans la bouche jusqu'à que tu ailles aux toilettes. Bref, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. J'ai même le souvenir de certains cours, presque précisément, sur les chromosomes, qu'est-ce que c'est, etc. Aïe, aïe, aïe. Tu vois. Donc ça m'a inconsciemment, je pense que ça m'a toujours intéressé. C'est toujours quelque chose qui m'a un peu pas fasciné, mais qui a toujours suscité mon intérêt, si tu veux. Ah ouais, ça c'est fort. Et là, pour la suite, est-ce que tu crois que tu vas embaucher des gens? Tu te vois en tant que patron embaucher des gens, tu vois, comme on a parlé de Polo, tu sais, Ouais. si jamais elle a son diplôme et que ta structure s'agrandit, est-ce que tu verras embaucher d'autres personnes ou d'agrandir ta structure en fait? Et Est-ce écoute, que tu as une vision d'expansion? alors, regarde, de base, je suis pas un entrepreneur dans l'âme. Ce qui fait que moi, j'ai le studio de coaching aujourd'hui, c'est pas parce que j'avais envie d'entreprendre. Parce que je me suis rendu compte que les structures sportives ne pouvaient pas m'accueillir dans les conditions que moi, j'estimais correctes pour accompagner des personnes d'un point A à un point B. Donc, j'ai ouvert la structure, on va dire, en me disant, ah, ça me plaît pas trop toute cette partie entrepreneuriale, mais si je le fais pas comme ça, je veux pas pouvoir le faire autrement. J'ai réfléchi en me disant si demain je peux plus accueillir, j'ai plus la possibilité parce que j'ai un plafond qui est quand même assez bas, j'ai un nombre d'heures dans la journée que je peux assurer, je peux pas passer au-dessus. Je me suis toujours dit bon écoute, anticipe si jamais tu as besoin d'ouvrir une deuxième structure, qu'il y ait une identité, qu'il y ait un concept et qu'il y ait des process en place. Donc c'est vrai que même si je suis pas entrepreneur dans l'âme, quand j'ai ouvert mon coach fitness, j'ai ouvert en me disant on va essayer de mettre des process un peu partout et de mettre une identité. Donc on a une charte graphique, on a une imagerie en fait si tu veux qui peut être adaptée dans plusieurs centres et on a des process pour la prise en charge. Donc c'était ta question de tout à l'heure mais elle est très complexe. Ta question de prise en charge, il faut le faire pour comprendre ce que c'est la prise en charge. Mais on a des trames sur des questionnaires d'hygiène de vie, sur l'alimentation, sur le sommeil, sur la gestion du stress. Et tout ça, c'est des process qu'on peut prendre. Je peux les donner à un autre coach. Il a juste à suivre les process qui sont déjà en place, les formes d'automatisme. Donc, il y a l'identité Mon Coach Fitness. Après, te dire envie d'ouvrir un autre centre, ça ramènerait plus d'argent. Si je dois parler financier, ça, c'est une chose. Mais je me plais bien avec un centre, tu vois. Si demain, je n'ouvre pas un deuxième centre parce que je n'ai pas l'opportunité ou la demande n'est pas assez forte pour ouvrir un deuxième centre, je veux pas non plus m'en plaindre, tu vois. Déjà, c'est énorme d'être arrivé là où j'en suis arrivé. Quand j'étais en formation en 2011, entre 2011 et 2013, les personnes qui étaient dans ma promo, je leur expliquais déjà ce concept-là de studio de coaching et de se dire, faut s'occuper des gens mieux que ce qu'ils font dans les salles. Et à cette époque-là, j'avais ni les moyens, ni les opportunités qui allaient me permettre, mais je me suis dit, écoute, si déjà tu l'as dans ta tête comme un plan, c'est déjà le début d'un plan. J'avais pas encore la suite, mais c'était le début déjà de se dire, c'est ça que je vais faire. C'est déjà un début. Si tu sais pas ce que tu vas faire, tu es encore loin d'avoir un plan pour y arriver. Donc voilà, je suis archi content d'être arrivé là où j'en suis, tu vois, c'est pas énorme, ça reste un studio de coaching, il y en a d'autres. Mais En plus, moi, je crois, je le sais, c'est que tu le loues aussi. Tu ouais, le loues ton truc. Comme il y a celle qui est passée ici, Sab, Sabrina, ouais. à qui on big up encore. Elle aussi, elle a travaillé avec toi, elle travaille avec toi dans ta salle. Ouais, Elle loue ta salle pour. elle me prend quelques créneaux pour l'espace de coaching. Des fois, elle vient elle a dû t'expliquer dans la vidéo, elle fait beaucoup de contenu pour ses réseaux sociaux. Donc, elle tourne des vidéos pour ses réseaux sociaux dans ma salle.
et elle loue aussi l'espace pour encadrer ses élèves à elle aussi. Donc c'est, on va dire, une activité, là on est purement dans l'entrepreneuriat, moi j'occupe pas tous les créneaux, c'est quand même mieux au lieu de laisser l'espace vide et fermer la porte, donner accès à quelqu'un. Moi, s'il y aurait eu mon coach fitness en 2013, j'aurais sûrement pas fait mon coach fitness moi de mon côté. J'avais besoin d'un espace pour accompagner les gens comme je l'entends. Il y aurait déjà eu un espace, j'aurais loué l'espace sans toute la partie entrepreneuriale, les charges et l'autre. Je m'en serais bien dispensé, tu vois. Et est-ce que tu te verrais aller chez les gens, entraîner chez les gens? Alors, c'est quelque chose que j'ai fait, mais on est très limité. Et je vois ça comme... il en faut pour tout le monde, mais je vois ça comme de la consommation. C'est comme le Koh-Lanta du CrossFit. Alors, c'est pas réellement le Koh-Lanta, c'est... Tu sais que tu es limité, du coup, tu as moins de réflexion à avoir, tu vois. Je pense que... Alors, je dis pas que c'est des feignants, ceux qui font à domicile, parce que c'est la majorité des coachs domicile extérieur. Mais s'il y en a qui regardent cette vidéo et qui sont coachs, ils comprendront ce que je veux dire. Tu es très limité, parce qu'en termes de matériel, premièrement, tu peux pas tout avoir à domicile. En termes d'espace? En termes d'espace, c'est pas terrible. Après, il y a en termes d'infrastructure. Si tu es dans un bâtiment, tu as des voisins. Donc tout ça, ça va te limiter dans ton choix d'exercice, dans ton choix de méthodologie d'entraînement. Sauf que si tu veux avoir une progression sur le long terme, une progression qui est pérenne, il faut du changement dans tes entraînements. Donc moins tu as de cartouches, moins tu as des chances d'avoir une progression pérenne. Donc après, c'est un bon début, mais si tu as le choix de faire en salle avec plus de matériel et sans gêner les voisins, etc., bah, c'est mieux en salle. Okay. C'est mieux d'avoir ta propre voiture ou de prendre la voiture de quelqu'un, tu vois. Bah moi, je préfère prendre la voiture de quelqu'un. Non, je plaisante. Tu trouves? Tu l'auras pas quand tu en as toujours besoin. En tout cas, hey, je vais te dire un truc, ouais, tu me dois quand même une comment ça s'appelle le truc de sport là? Une séance? Non, pas une séance. La trame. La trame. Programme. Bah ouais, je te demande à chaque fois, regarde, je suis devenu tout gros là. C'est comment là? Tu l'as toujours dans mon barmail. En plus là, maintenant là, tu m'as donné envie d'aller à la salle. J'espère que ceux qui vont écouter, ils vont venir chez toi parce que t'es un vrai coach, un vrai gars. Vrai gars. En plus d'être un vrai coach, t'es un bon gars. Merci. Donc, allez fort chez mon coach fitness. Go Fitness. Aïe aïe aïe. Go Move. Aïe aïe aïe. Pardon, Go Move Fitness. En tout cas, juste une dernière question. Pour toi, c'est la question à $20 000. D'habitude, c'est la cité, mais là, c'est le sport en quelques mots. Comment tu définis le sport en quelques mots? Le sport, ça permet de renforcer le sport permet de renforcer le mental et le corps. Si je devrais te donner une définition, c'est un outil qui te permet de renforcer le corps et le mental. C'est pas la définition Larousse, ça? Non, je fais ça. Aïe aïe, c'était Mahamé sur Didi Cool TV. Merci.